vous asseoir, s'il vous plaît. Excellences, Mesdames et Messieurs, honorables invités, chers partenaires et amis de la République démocratique du Congo, mes très chers compatriotes, à l'heure où l'Organisation des Nations Unies, notre dispositif pensé et conçu pour le maintien de la paix et de la concorde dans l'humanité, ouvre la 80e session ordinaire de son Assemblée générale, la République démocratique du Congo, mon pays, a souhaité porter dans ce cadre la voix d'un peuple meurtri qui réclame vérité et justice. À l'instar de celui organisé à Genève, l'événement parallèle de ce jour se veut être un espace de parole utile pour éclairer les consciences et mobiliser les bonnes volontés éprises de justice et d'humanité et engager contre tout déni de ces valeurs fondamentales. Il est indéniable que depuis plus de 3 décennies, et ce ne serait jamais trop de le rappeler à chaque occasion, à chaque conscience, nos populations payent un tribut humain insoutenable. Familles décimées, villages rayés de la carte, communautés déportées ou forcées à la disparition en raison de leur identité pour permettre l'implantation de populations étrangères qui héritent illégalement de leurs terres, autorités traditionnelles réduites au silence absolu et remplacées par des lignées étrangères entraînant une désarticulation identitaire, femmes et enfants brisés. Ces crimes planifiés et systématiques dans leur modus operandi relèvent pour certains actes de la logique et de l'intention génocidaire. Trop souvent, ces tragédies ont été minimisées, relativisées, parfois niées. Nous sommes ici pour briser ce silence, lever le voile et appeler solennellement à la reconnaissance internationale des génocides perpétrés sur le territoire congolais, condition d'une justice qui répare et d'une paix qui dure. Notre plaidoyer se fonde sur des assises juridiques incontestables et sur un corpus de rapports concordants, nationaux et internationaux, qui documentent l'ampleur, la systématicité et l'intention criminelle de ces atrocités. Il ne s'agit pas d'émotion, mais de droit. Pas d'accusation gratuite, mais d'établissement rigoureux des faits. Le débat que nous proposons s'organise autour de 3 axes très concrets. Le premier, c'est cartographier les faits. République démocratique du Congo au cours des 30 dernières années. Le second s'agit d'établir l'existence de génocides perpétrés sur notre sol à l'aune des critères reconnus par le droit international. Et le troisième, c'est de mettre en place une architecture de justice transitionnelle adaptée à nos réalités, garantissant vérité, poursuite et réparation. Pourquoi maintenant? Parce que notre génération a la responsabilité de rompre le cycle déni, impunité, récidive. Parce que la prévention exige d'abord la nomination des crimes et la reconnaissance des victimes. Parce que la stabilité de toute une région dépend de la capacité à dire le vrai, à juger le criminel, à réparer l'irréparable et à garantir
la non-répétition. À cet égard, nous réaffirmons notre ancrage dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et dans l'ensemble des instruments pertinents du droit international. Notre démarche est conforme à ces principes. Elle vise la vérité, elle exige la justice et elle appelle à la réparation. Mesdames et messieurs, notre appel s'adresse à chacun des acteurs ici présents. Aux États, appuyer l'établissement d'un mécanisme international robuste de vérité et de qualification juridique des crimes, assorti de capacités d'enquête, de préservation des preuves et de coopération judiciaire. Aux organes des Nations Unies et aux organisations régionales, conjuguez vos efforts pour garantir la protection des civils aujourd'hui, la justice pour les victimes hier et des garanties crédibles de non-répétition demain. Aux institutions de justice, nationales, régionales, internationales, faites prévaloir la compétence et la complémentarité afin que nulle zone grise. Et enfin, à la société civile, aux survivants et aux chercheurs, votre travail de documentation, de mémoire et d'accompagnement est la clé qui ouvre la porte de la reconnaissance et de la réparation. Nous vous rendons hommage. Ce combat n'est dirigé contre aucune communauté. Il est mené pour l'humanité. Reconnaître un génocide, c'est protéger l'avenir en refusant l'oubli et le relativisme. C'est aussi accepter que la paix ne se décrète pas. Elle se bâtit sur la vérité et la justice, dans l'esprit de la réconciliation, avec des mesures concrètes de réparation, de mémoire et de réintégration des victimes dans la vie sociale. En ma qualité de président de la République démocratique du Congo, je prends l'engagement de soutenir toutes les démarches sérieuses et crédibles visant à la reconnaissance des génocides commis sur notre territoire, à l'établissement des responsabilités et à la garantie pour les victimes de leur droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Notre main reste tendue pour le travail commun, notre détermination demeure entière. Je forme le vœu, à la suite de Genève, que de New York s'élève une voix claire afin de ne pas oublier, ne jamais répéter, commencer à guérir. Que cette triple exigence irrigue l'action des institutions, inspire la coopération internationale et honore la mémoire de celles et ceux qui ne sont plus de ce monde et qui n'ont jamais que trop longtemps souffert de l'oubli ainsi que de l'indifférence. Je vous remercie. Chef de l'État, nous allons continuer avec la suite du programme que vous avez. Sur le programme, dans les déclarations inaugurales, nous avons 4 présentateurs. Nous sommes désolés de vous informer qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas là. Il y a le professeur, monsieur Chaloka et Eric Adams, qui est le maire de New York. Nous allons, sans plus tarder, je vais inviter Madame Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui va nous parler des violences sexuelles liées au conflit et construction d'une paix durable en RDC. Madame, nous allons continuer avec la suite du programme que vous avez. Sur le programme, dans les déclarations inaugurales, nous avons 4 présentateurs. Nous sommes désolés de vous informer qu'il y a 2 personnes qui ne sont pas là.
Il y a le professeur, monsieur Chaloka et Eric Adams, qui est le maire de New York. Nous allons, sans plus tarder, je vais inviter Madame Pramila Patten, la représentante spéciale des Nations Unies sur les violences sexuelles liées au conflit, qui va nous parler des violences sexuelles liées au conflit et construction d'une paix durable en RDC. Madame. Avec elle, tous les rapports qui viennent directement du terrain des affres. Président de la République, distinguée Première Dame, distingués participants, c'est avec une profonde émotion et un sentiment de responsabilité que je prends la parole aujourd'hui. Le 5 septembre, à l'issue de ces travaux entre mars et août 2025, la mission d'établissement des faits du Haut Commissariat des Nations Unies sur la situation dans les provinces du Nord et Sud Kivu a rendu son rapport. Et il a établi que les violences sexuelles ont atteint un niveau d'une ampleur sans précédent, tant dans leur nombre que dans leur nature, par les groupes armés et dans une totale impunité. Les violences sexuelles ont eu lieu principalement sous forme de viols collectifs. Les cas impliquant des enfants ont triplé en un mois. Même si l'accès à Goma lui a été refusé par le commandement du M23, ce qui l'a empêché de visiter les zones contrôlées par ce groupe, la mission a vérifié plusieurs cas de violences sexuelles perpétrés par le M23. Des victimes violées ou violées collectivement chez elles avec leur mère, fille ou sœur. Des filles enlevées et détenues, parfois pendant des semaines, dans des résidences et des hôtels occupés par des membres du M23, où elles ont été soumises à des viols et autres abus de manière répétée. Des viols collectifs des femmes, des hommes, dans des résidences privées et centres de détention improvisés du M23, ou encore des viols correctifs. Ces actes ont été répétés sur de longues périodes, souvent accompagnés d'autres actes de torture et mauvais traitements physiques et psychologiques, avec l'intention manifeste de dégrader, de punir et de briser la dignité des victimes. Le dernier rapport annuel du secrétaire général pour la période janvier à décembre 2024 et préparé par mon bureau a aussi confirmé que les groupes armés ont utilisé la violence sexuelle comme tactique pour affirmer leur contrôle sur le territoire et les ressources naturelles. Lors d'une récente visite à Kinshasa pour appuyer les initiatives nationales en matière du droit à la réparation, les prestataires de services de santé m'ont rapporté avoir traité 26 000 cas de violences sexuelles au nord et sud Kivu de janvier à juin 2025. Excellences, Mesdames et Messieurs, témoigne une action urgente et déterminée. Avec tout ce cycle infernal de violence, il importe de poser quelques questions. Que pouvons-nous dire à ces multiples survivantes qui se voient refuser l'accès aux cliniques en raison de manque de soins de base et de rupture totale de pépite? Alors que les besoins augmentent, le financement de l'aide vitale est réduit, ce qui met le secteur humanitaire en rude épreuve. Pouvons-nous rester insensibles, sachant que depuis le premier trimestre de cette année, un enfant est violé chaque demi-heure? On se demande pourquoi une telle indifférence. Comment pouvons-nous accepter que les femmes et les filles, souvent déplacées et plusieurs fois, aient à se prostituer pour survivre en vue de l'insécurité alimentaire aiguë? Peut-on oublier ou ignorer cette nuit d'horreur du 27 janvier 2025, où lors de l'attaque de la ville de Goma par les M23, 160 femmes ont été violées par les prisonniers hommes, puis laissées en proie aux flammes, brûlées vives dans leurs cellules de la prison de Muzenze en toute impunité. On parle de survivantes, mais on oublie que nombreuses sont celles qui ne survivent pas. Des cas de femmes tuées après un viol avec une cruauté incompréhensible
ont aussi été recensés. Je voudrais saluer le gouvernement qui, face à tous ces défis, continue d'amplifier ses efforts et a récemment actualisé les plans d'action nationaux des FARDC et de la PNC sur la lutte contre les violences sexuelles. Ces efforts viennent s'ajouter au travail important de la justice militaire et les initiatives nationales de réparation aux survivantes des violences sexuelles. Hélas, le cycle des violences à répétition fragilise ces efforts, sinon les réduisent à néant. Excellence, la manière dont nous affrontons cette crise est le véritable test de notre détermination. Nous ne pouvons pas nous contenter de prononcer des paroles de condamnation, alors que les survivantes manquent de soutien pour continuer leur vie. Des milliers sont privés d'accès aux soins médicaux, aux soins psychosociaux, au logement et aux recours juridiques. Elles paient le prix de l'impunité. Elles méritent plus que des promesses. Elles méritent protection, assistance, justice et réparation et un avenir sans peur. Pour qu'elles puissent avoir la paix et la tranquillité d'esprit, des services rapides et adaptés doivent les atteindre rapidement et à grande échelle. Il est urgent d'accélérer le paiement des réparations aux survivants et de les associer à ce processus. La justice transitionnelle doit aussi se développer en complémentarité avec la justice pénale, dont les mérites sont indéniables, et doit inclure des mécanismes de recherche de la vérité, de préservation de la mémoire, ainsi que de prévention et de la répétition de tous les crimes, y compris les violences sexuelles liées au conflit. Mon bureau, à travers l'équipe d'experts, demeure pleinement engagé à poursuivre son travail aux côtés des autorités judiciaires et des acteurs de la chaîne pénale. Mesdames et messieurs, la route vers une paix durable en RDC passe inévitablement par l'éradication des violences sexuelles liées au conflit. Nous devons agir ensemble avec détermination et passion et compassion pour réparer les tissus déchirés par la guerre et construire un avenir où chaque Congolaise et chaque Congolais peut vivre en paix et en dignité. J'appelle au respect sans faille des efforts régionaux et internationaux de paix, y compris ceux entrepris à Washington et à Doha. L'appui de la communauté internationale, y compris l'appel urgent et répété de protéger les civils, notamment contre les violences sexuelles, tel que rappelé dans les mandats successifs de la MONUSCO, doit être maintenu. Nous devons faire taire les armes et amplifier la voix des femmes. Nous le devons non seulement aux générations futures, mais aussi aux survivantes d'aujourd'hui. Les cicatrices et les traumatismes laissés par les violences sexuelles laissent une ombre profonde. Nous devons persévérer pour apporter à toutes les personnes touchées la lumière de la guérison et de l'espoir. L'urgence d'action est maintenant à notre portée, à tous. Que le corps des victimes cesse d'être un champ de bataille pour devenir un siège de paix, garantissant l'avenir à une génération qui aura retrouvé sa dignité. Je vous remercie pour votre engagement dans cette noble cause. Merci. Merci Madame Patton. Je vais maintenant inviter Madame Aida Sawyer, directrice de la division crise, conflit et art à Human Rights Watch, qui va nous parler de la prévention du génocide en RDC, vue des acteurs associatifs, un appel des victimes à la vérité, à la justice et à la responsabilité. Je vais également appeler le technicien parce que je crois qu'il doit remonter le micro. Oui, s'il vous plaît, madame. Publié sur la situation humanitaire catastrophique en République démocratique du Congo. Donc, ce sont faits. Est-ce qu'on peut distribuer les instruments d'interprétation, s'il vous plaît? Merci Madame Kabamba et je
remercier Son Excellence le Président Tshisekedi, la distinguée Première Dame, l'ambassadeur Mukongo et Fonarev d'avoir convoqué cette importante réunion aujourd'hui et de m'avoir invité à prendre la parole. This event is coming at a critical time for the people of Eastern Congo, and when the need for meaningful justice is as urgent as ever. Just in the past 2 months, the Ugandan-led ISIS-linked Allied Democratic Forces killed more than 40 people, including several children, with guns and machetes during a nighttime church gathering in eastern Congo's Ituri province on July 26th to 27th. Several other children were abducted and remain missing. ADF fighters later killed at least 40 people, most of them hacked to death, at a funeral ceremony in early September. In North Kivu, the Rwanda-backed M23 armed group summarily executed at least 140 civilians. Thrown into the Ruchuru River. Weapons and ammunition from the Congolese government have harassed, threatened, and abducted and restricted access to services for members of the Banyamulenge community in Uvira in South Kivu.